Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les 3 ans de détention de Mohamed Bazoum au Niger. Le président élu avait été renversé par un coup d'État et ses avocats réclament sa libération. Nous irons sur place dans cette édition. Nous irons au Kenya où, à 1 an de la présidentielle, les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme face à l'explosion des goons, des hommes de main recrutés par des responsables politiques pour semer le chaos et intimider les opposants. Éléments de réponse à suivre. La CAN féminine est de retour et jamais les attentes n'ont été aussi fortes. 1 an après une édition historique, les meilleures sélections africaines se retrouvent au Maroc. Le Nigeria rêve d'un 11e sacre. Le Maroc veut enfin décrocher son premier titre devant son public, tandis que la CAF augmente les primes pour accélérer le développement du foot féminin. Une compétition qui dépasse désormais le cadre du sport. On en parle avec une journaliste spécialiste, reporter, fondatrice des Cœurs du foot, Dounia Mesli. Bonjour. On ouvre ce journal en allant au Niger où il y a 3 ans, jour pour jour, un coup d'État mettait fin à la présidence de Mohamed Bazoum. Depuis, ces avocats du président déchu, continuent de réclamer sa libération. Le bilan de la junte militaire de son côté est mitigé sur le plan sécuritaire. Nicolas Chamontin. 2 jours après le coup d'État, le général Tiani, nouvel homme fort du Niger, prend la parole à la télévision nationale. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, d'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Dans les mois qui suivent, le régime rompt avec la France et les États-Unis pour se tourner vers la Russie. Mais la situation sécuritaire reste précaire. La région de Tillabéri, dans l'ouest, subit des attaques djihadistes régulières. L'aéroport de la capitale Niamey a quant à lui été ciblé en janvier par le groupe État islamique au Sahel et en juin par le JNIM, lié à Al-Qaïda. Depuis 3 ans, la junte militaire a mis au pas la société nigérienne. Human Rights Watch pointe la dissolution des partis politiques et des syndicats indépendants, ainsi que la détention de journalistes. L'Assemblée nationale, dissoute peu après le putsch, a été remplacée en juin 2025 par un conseil consultatif de la refondation, une instance composée de membres non élus et sous étroite surveillance du pouvoir. Je vous demande d'inscrire résolument vos actions en droite ligne des seuls intérêts supérieurs de notre pays. Parmi les victimes de la répression, le président renversé Mohamed Bazoum. Depuis le coup d'État, l'ancien dirigeant est détenu avec son épouse dans une aile du palais présidentiel. Ses avocats dénoncent un enfermement sans fondement juridique et réclament sa libération immédiate. Isolé après le putsch, le Niger a su faire son retour sur la scène régionale. En février 2024, la CEDEAO a levé la plupart des sanctions qui pesaient sur le pays. Portée notamment par le secteur pétrolier, l'économie nigérienne bénéficie d'un taux de croissance solide, environ 7% en 2025. À 1 an de l'élection présidentielle kenyane de 2027, les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Elles dénoncent la montée en puissance des goons, des hommes de main recrutés par des responsables politiques pour infiltrer des rassemblements, semer le chaos et intimider des opposants. Un phénomène ancien qui s'est fortement aggravé depuis les grandes manifestations contre le pouvoir de William Ruto. Awa Diouf. Bâton à la main et visage masqué, ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants.
Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes. Pour faire face à ce gounisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution, démocratique et qui fonctionne sur la base du renseignement et des besoins de la communauté. Face à cette montée des violences, les organisations de défense des droits humains appellent les autorités à démanteler ces réseaux pour garantir un scrutin apaisé en 2027. Ce dimanche matin s'est tenue la première édition du semi-marathon pour la paix à N'Djamena au Tchad. 21 km de course parcourue par plus de 700 amateurs professionnels à travers la capitale. Le principal organisateur, Migo Natolman, acteur connu de la société civile, a présenté cette compétition comme une manifestation face aux tensions qui se sont multipliées dans la société tchadienne ces derniers mois autour des violences et des sujets politiques. Lors de ce semi-marathon, 17 nationalités étaient représentées. On écoute. C'est une première édition et nous comptons pérenniser cela. Donc chaque année, nous allons organiser les semi-marathons. Probablement, on fera aussi le marathon, les 10 km, les 5 km. Donc chaque année, nous allons organiser des courses ici au Tchad, à N'Djamena. On s'est dit, le sport unit les gens. Donc on veut que les Tchadiens et aussi les pays amis s'unissent et courir ensemble. Donc nous faisons la promotion de la paix avec la course. À 40 ans, le gardien capverdien Vozinha a enfin trouvé un club. Révélation du dernier mondial, le héros des requins bleus va s'engager avec le mythique club chilien Colo-Colo. Une nouvelle étape pour celui qui n'avait signé son premier contrat professionnel qu'à 26 ans et qui avait vraiment brillé lors du mondial aux États-Unis. On reste dans le football et là on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui a débuté ce dimanche au Maroc. Pendant 3 semaines, 16 équipes vont tenter de décrocher le titre continental, mais aussi une qualification pour la Coupe du Monde de 2027 au Brésil. Derrière la compétition, c'est toute l'évolution du football féminin africain qui se joue. Davantage d'investissements, une visibilité inédite des joueuses de plus en plus professionnelles, mais aussi des écarts persistants entre les grandes nations et les autres. On en parle avec Dounia Mesli, elle est journaliste reporter, fondatrice de Cœur de Foot. Elle raconte le football féminin depuis 12 ans avec la précision d'une joueuse et l'exigence d'une tribune éditoriale du Cameroun 2022 à la Méno en 2026. Elle rapporte ce que les micros froids ne captent pas. C'est ce qu'elle dit d'elle sur son site internet. Dounia Mesli, merci et bienvenue dans le JTA. Merci Fatimata. Alors, Dounia, cette CAN, déjà peut-être une question de calendrier. Elle arrive juste un an après l'ancienne CAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, la dernière CAN avait été décalée par rapport au JO 2024 des féminines. Et c'est pour ça que c'est la raison, en fait, du décalage. Oui, il y a toujours... il faut faire de la place à d'autres gens. Oui. Alors, dans cette compétition, le Nigeria reste grand favori. 10 des 13 titres de la CAN féminine étaient pour les Super Eagles, féminines en tout cas. Est-ce toujours l'équipe à battre ou voit-on poindre d'autres... on va dire challengers? Oui, c'est le mastodonte de l'Afrique. Même chez les masculins, ils sont réputés, ils sont coriaces, ils sont très physiques. C'est une équipe qui est robuste. Donc, ils savent où ils veulent aller, ils savent comment ils veulent développer leur foot, que ce soit masculin et féminin. Et c'est vrai que c'est l'ogre africain, quoi. Maintenant, on a vu l'Afrique du Sud qui a su les détrôner récemment grâce au Maroc. Et le Maroc a failli aussi l'année dernière. Mais bon, oui, parce elles ont pris leur revanche, les Nigériennes surtout, parce qu'elles sont passées à côté il y a juste avant. Alors, le Maroc accueille donc cette CAN pour la 3e fois consécutive. Les Lionnes de l'Atlas ont échoué 2 fois en finale. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne ? On ne sait pas, peut-être, parce qu'entre-temps, elles ont changé de coach aussi. C'est-à-dire qu'elles avaient Reynal Pedros à la base. Ensuite, elles ont eu l'Espagnol... Georges Vilda, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est lui qui amène encore une 2e fois. Donc, peut-être que sur cette 2e édition, il aura un peu plus de chance. On verra bien. Leur compétition débute ce soir. On verra bien comment ça... Absolument, à 22h pour nous, pour le match des Marocaines. Oui. Au-delà du trophée, cette CAN distribue aussi des billets pour la Coupe du Monde 2027. Est-ce que ça change la manière dont les sélections abordent la compétition, par exemple ?
Peut-être, dans leur mental, peut-être qu'on a vu l'Algérie qui a battu aujourd'hui le Sénégal. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, mais elles avaient été battues par les Sénégalais juste avant, donc c'est... Oui, bon, d'accord. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a vu un peu les Sénégalaises un peu timorées, moi je les ai vues. Ouais. Et je pense peut-être qu'elles sont impactées par l'équipe masculine, ce qui s'est passé avec l'équipe masculine par rapport, vous savez, à toutes les polémiques qu'on a attendues durant le mondial, etc. C'est vraiment, c'est injuste, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'elles payent, en fait... la mauvaise gestion, etc. Et il y a beaucoup de fédérations, c'est un peu inégalitaire. Donc là, l'Algérie a bien commencé, mais elle peut s'effondrer, quoi. Mais c'est vrai que les 4 places qualificatives, puis les barrages aussi pour les quarts de finalistes, oui, ça peut jouer sur la motivation de certaines équipes, oui. La motivation. Oui. La CAF a doublé la prime du vainqueur, désormais fixée à 2 millions de dollars. Oui. Est-ce un véritable tournant pour le développement du football féminin africain ou reste-t-on encore très loin, on va dire, des standards internationaux? Non, c'est minime, on va dire, mais c'est de bon augure, je pense. Il faudra voir par rapport à cette édition-là ce que ça va apporter, parce qu'il y a eu aussi plus de sponsors. Là, il y a une chaîne anglaise qui va diffuser tous les matchs gratuitement, de ce que j'ai lu sur un site web Versus. Donc, c'est de bon augure. Il y a de bonnes choses qui se sont faites. Mais c'est vrai qu'à côté, oui, c'est vrai qu'il y a un manque de développement. Les infrastructures, les championnats sont peu médiatisés. Les joueuses ne sont pas assez mises en avant. Mais il y a quand même un élan. Moi, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, la CAN féminine, est-ce qu'elle est devenue le meilleur révélateur de la transformation du sport féminin au sens large? En tout cas, sur le continent africain, j'entends. Oui. Je pense pas. Je pense que c'est un accélérateur, déjà. C'est un accélérateur du développement du foot féminin, de premier abord. Ensuite, on verra pour les autres sports, mais c'est vrai que déjà que c'est très compliqué pour le sport masculin en Afrique. Là, le sport féminin, c'est pas forcément la priorité, comme je l'ai déjà dit, pour certains gouvernements. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous voyez, vous avez les routes donc c'est compliqué. Mais je pense que les joueuses doivent aussi être le fer de lance de ce développement et vraiment être les premières actrices de ce développement. Et donc vous pensez pas que le foot, justement, peut être... le foot féminin, quelle est sa place d'ailleurs par rapport au foot masculin sur le continent africain? Il y a de plus en plus de fans, ça on le voit, il y a de plus en plus de public. Moi j'ai vu beaucoup de public, surtout pour les Marocaines, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différenciation entre les féminines et les masculins. Et ça c'est beau à voir, mais c'est pas partout pareil. C'est pas dans tous les pays, toutes les fédérations ne mettent pas les mêmes moyens pour leurs féminines et leurs masculins. Là, les Marocaines avaient les mêmes moyens, quasiment, que les masculins. Vous voyez, elles sont mises dans de bonnes conditions pour performer. Donc, on verra si cette année, elles vont atteindre le Graal. Je leur souhaite, parce qu'elles travaillent pour. Elles ont accueilli 3 éditions, elles ont fait 2 finales. Donc, ça serait bien, quoi. Mais il faut que les autres pays développent aussi et que ça tourne un peu plus. Parce que, oui, il y a eu que le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ouais. C'est un peu redondant, quoi. Ouais, c'est ça donne pas envie. Non, mais c'est vrai. Ça donne pas envie, effectivement. Non, mais on vous entend, Dounia Messi. Il faudrait un peu plus de compétition, évidemment, dans ce tournoi. Bah oui, clairement. Bah oui. J'ai hâte de voir qui va gagner cette édition. J'espère que ce sera un nouveau vainqueur. Ah bah. J'espère. Eh ben, on en parlera. Merci beaucoup, Dounia Mesli, d'être venue sur le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier. De Niamey à Rabat, en passant par Oran. Voilà. Merci, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.